leur réputation est d'être longue et dure. Vous savez de quoi je parle? Des études de médecine. Bienvenue dans ce nouveau PUMS, un PUMS spécial consacré aux études de médecine avec deux grands témoins. D'abord Marine L'Orphelin. Bonjour Marine. Bonjour Boris. Marine, tu es interne de médecine générale, également Miss France 2013. Donc deux domaines que tu as pu concilier pendant tes études, on va y revenir. Et également avec nous, Walid Mekedem, docteur Walid Mekedem, tout jeune diplômé. Bonjour Walid. Bonjour Boris, content d'être ici, c'est une première pour moi. Alors je t'appelle Walid, mais accessoirement on t'appelle Avicenne sur les réseaux sociaux, c'est ton nom de scène. Pourquoi Avicenne ? Alors tout simplement, c'est un triple sens. Avicenne était un ancien médecin perse. J'ai pris ce mot en changeant l'orthographe. Avi pour le format vidéo, du fait que je fais des vidéos sur Internet. Et scène, car j'ai déjà eu une expérience sur la scène en faisant du stand-up. Donc je trouvais que c'était le mot parfait, un triple sens, qui me correspondait bien et illustrait ce que je faisais. Donc tu concilies la médecine et la scène, on va peut-être en parler quelques instants. Et puis vous avez écrit tous les deux un ouvrage aux éditions Erol, Tout savoir sur les études de médecine. Alors on y voit de l'information pour comprendre comment on entre dans les études de santé, beaucoup de conseils pratiques, beaucoup d'informations et tout ça avec des anecdotes, avec de l'humeur. On y apprend beaucoup sur votre vie et vous m'avez promis aujourd'hui, pour PUMS, de nous faire des confidences. Alors Marine, première question, directe, à quel âge t'es venue l'idée de devenir médecin ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand j'étais toute petite, je disais à mes parents que je voulais être chirurgienne. Ça se dit pas trop, mais voilà, je disais ça. Enfin, l'idée était là. Et après, ça m'est un peu passé. Je pense comme tous les enfants, on a envie de faire plein de métiers différents. Voilà, ça change, on change d'avis. Et en fait, j'ai fait un court séjour à l'hôpital quand j'étais ado. Et je posais plein de questions à la pédiatre. Et je crois que c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire que je voulais faire des études de médecine, donc vers 13 ans, quoi. La pédiatre, ouais, donc avant 15 ans en tout cas. Hein. Oui, et après j'ai longuement hésité, hein, sincèrement. J'avais envie aussi de partir vers un cursus architecte urbaniste. Donc j'ai failli aussi, voilà, c'était vraiment ces deux métiers en balance. Et finalement, je me suis dirigée vers médecine pour plein de raisons. Mais... Des raisons pratiques aussi, on a l'impression de deviner ça. Non, mais dans la famille, il y a des médecins, c'est pour reproduire un schéma familial ? Il n'y a pas du tout de médecin dans ma famille. D'ailleurs, très peu de personnes dans ma famille travaillent dans le soin. Donc je ne connaissais pas vraiment ce métier. Comme je le disais, je l'ai découvert juste en étant un petit peu patiente en fait, à l'hôpital. Et j'ai demandé aussi à un ami de mes parents, pour le coup, qui lui est médecin, s'il pouvait m'accueillir à l'hôpital juste 2-3 jours pour que je voie un petit peu comment ça se passait. Donc je suis allée au bloc opératoire avec lui. Du coup, là, j'avais 17 ans, quoi. C'était l'année du bac, juste pour voir un petit peu. Et puis, oui, j'ai mis plein de choses dans la balance, je dirais, quoi. Enfin, la carrière, mais la motivation profonde aussi, d'avoir envie de soigner les autres. Voilà, le lien, le relationnel humain. Et puis oui, forcément, le côté pratique de la carrière, d'être sûr d'avoir un métier plus tard, un métier qui est indispensable, je dirais. Donc c'est intéressant parce que c'est pas 100% vocation dans ton cas. Hein. Dans mon cas, non, c'est pas 100% vocation, mais ça l'est vraiment devenu par la suite. Alors Walid, c'est la même chose ? Non, pas du tout. Et je trouve que c'est intéressant de ce fait d'avoir en tout cas de parcours un petit peu différents par rapport à ça et qui sont représentés dans le livre. C'est vrai qu'en médecine, on retrouve deux types, deux profils d'étudiants. Ceux qui finalement ont une vocation depuis longtemps. On va dire que moi, je suis rangé dans cette catégorie. J'ai envie de faire médecine depuis tout petit. Et puis des gens, par exemple, comme Marine, qui en réfléchissant et en analysant ce qui leur correspondrait le mieux avec le temps, finalement décident d'aller en médecine et après finissent épanouis dans le cursus. Par exemple, moi, j'ai une sœur qui est en médecine. C'est plus ce profil. Et moi, c'est plus le profil vocation. Je vais vous faire une confidence. J'ai choisi médecine initialement parce que c'était la faculté la plus proche de chez moi, mais j'ai découvert petit à petit que finalement c'était une vocation qui était profonde et qui s'est révélée. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on peut entrer dans les études de médecine. T'en étais pas encore conscient, quoi. Et j'en étais pas encore conscient, il a fallu s'y mettre pour être conscient. Walid, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es maintenant médecin diplômé, tu es en mesure de dire quels sont les signes précoces, pas de puberté, les signes précoces qui permettent de dire voilà, je suis fait pour la médecine? Alors c'est une question complexe, hein. Je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses à ça. Est-ce que je suis fait pour la médecine? En tout cas, moi, je n'aurais pas de réponse
claires, nettes à apporter. Il faut franchement évaluer le pour et le contre. Dans le cas où on est dans le cadre d'une vocation comme moi, il ne faut pas vraiment se poser de questions. À partir du moment où on a envie de faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens et foncer. Maintenant, si par exemple, comme Marine, on se pose la question, est-ce que ça ne me correspond pas? Il faut faire une balance, peser le pour, le contre, l'investissement qui va avec, la charge de travail, nos compétences, et puis voir justement l'aboutissement, la finalité, sur quoi on va arriver avec ce cursus. Il faut peser, mais c'est compliqué, hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, à 18 ans, de faire justement le pour et le contre sur cette balance. Et est-ce qu'il faut être très bon au lycée? Est-ce que si on est très bon au lycée, on peut se dire, bon, je vais m'embarquer dans des études de santé et probablement médecine. Si je ne suis pas bon au lycée, on doit mettre une croix là-dessus. J'ai mon idée là-dessus, mais je voudrais la vôtre. Moi, mon idée là-dessus, c'est plutôt, non, elle est plutôt mesurée, je dirais. Oui, si on est bon, notamment en sciences, et si on a cet intérêt pour la science, le corps humain, comprendre comment les choses fonctionnent, et qu'on est bon élève, évidemment, on a le profil du coup pour rentrer dans les études de médecine. Donc, les statistiques montrent quand même que les étudiants qui ont une très bonne note au bac et qui ont une mention réussissent mieux la première année des études de médecine. Tu as eu une mention sélective. Oui, j'ai eu une mention, moi, ouais. Laquelle? J'ai eu très bien. Et toi? Une mention, une lettre ou deux lettres? J'ai eu bien. C'est une lettre, je pense. Bien joué. Non, mais voilà, je pense qu'il y a une part d'étudiants en fait qui ont vraiment le profil et qui sont déjà très bons élèves au lycée et qui forcément du coup ont plus de chances de réussir. Mais comme le disait Walid, tu le regardes parce que tu te dis toi, mauvais élève. Non, mais comme il moyen, le disait, j'ai eu 14 au bac à peu près. Ouais. Oui, c'est très bien. Donc avec une mention bien, moi une mention assez bien, pas très bon au lycée. Et je pense que c'est important de le dire, on y revient tout de suite. Le mode d'évaluation et de travail n'a rien à voir en fait entre le lycée et l'étude de médecine. Non, mais j'allais le dire, en fait, il parlait de vocation et de cette envie vraiment d'aller dans des études de santé, dans des études de médecine. Même si on n'est pas très bon élève au lycée, il ne faut pas se mettre de barrières. C'est beaucoup de travail la première année, donc pourquoi pas se mettre un coup d'accélérateur et se mettre au travail et y arriver. Et voilà, et disons bien, au lycée, c'est contrôle continu. Ce qui peut ne pas correspondre à certaines personnes. Oui, en plus, ça change totalement. Et première année et la suite, ce sont des examens, des concours. Alors justement, parlons un petit peu. On ne va pas rentrer dans les détails de l'organisation de la première année d'études de santé. On donnera un lien qui va s'inscrire à l'écran pour celles et ceux qui veulent regarder ça en détail. D'ailleurs, dans votre livre, c'est indiqué, donc on peut aussi retrouver ça dans votre livre. Mais quelles sont les grandes étapes des études de médecine? Vous schématisez pas mal, même très bien, les choses dans le livre. Donc il y a la première année, disons quelques mots de cette première année, et puis la suite, il y a des phases. Comment vous les avez vécues? Alors, nous, en tout cas, on a connu la PACES, donc la fameuse première année avec son concours. Du coup, je pense Marine l'a fait qu'une fois. Oui. Je l'ai eu du premier coup, moi je l'ai eu en 2 fois, mais je l'ai eu quand même. Donc, mais tu nous as dit hors antenne, parce que tu faisais déjà de la scène, de la vidéo. Ça arrivait après. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je l'ai raté de pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai recommencé, je l'ai eu. Bon, aujourd'hui, elle n'existe pas, mais finalement, elle a été remplacée par le PASS, donc parcours accès spécifique santé. Donc une première année où on a la possibilité quand même de s'engager dans des matières mineures hors médecine qui nous permettraient, dans le cas échéant où on rate justement cette première année, de se rediriger vers une autre licence. Et à l'inverse, ça marche dans l'autre sens. Il y a des licences justement avec des matières dans lesquelles on peut s'inscrire qui sont axées santé et qui permettent, si on les réussit, de se rediriger vers la deuxième année de médecine via d'autres formalités. Cette première année, elle a la réputation d'être extrêmement difficile. Comment tu l'as vécu, Marine? C'était bien avant ton expérience Miss France, je pense. Donc, oui. Comment tu as vécu cette première année? Alors, cette première année, moi, je l'ai plutôt bien vécue, je dirais, parce que j'avais déjà l'habitude de travailler, donc ça n'a pas trop changé mes habitudes du quotidien. Après, c'est quand même beaucoup de pression, donc je pense que là, il faut avoir du soutien au niveau de son entourage, arriver à se faire quelques amis à la fac, et c'était mon cas. Vraiment, ma famille a été super à ce niveau-là. Ils m'ont vraiment beaucoup soutenue. Donc moi, je l'ai plutôt bien vécu, et en plus, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, donc j'ai pas eu cette pression de devoir la repasser l'année d'après. Mais j'ai vu ton emploi du temps qui est décrit dans le livre. Du matin au soir,
tu travailles. J'ai vu Oui, alors- quelques minutes de pause. On a du mal à trouver les pauses. Alors oui, par contre, Et les sorties au cinéma, j'en parle même pas. c'est vrai que je dis que je l'ai bien vécu dans le ressenti, disons, parce que c'est 1 an, donc c'est quand même assez court finalement. Donc, moi, je l'ai vécu comme un marathon où je me suis dit, dès le premier jour, il faut que je tienne jusqu'à telle date. Donc voilà, je m'étais organisée. Mes journées, effectivement, je perdais peu de temps à faire autre chose. Vous J'étais saurez très toute concentrée. la journée de sur Marine dans médecine. le livre. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais voilà, après, quand on a passé le concours et que c'est fini, on se dit, ok, je l'ai fait, il fallait passer. De toute façon, on sait qu'il faut passer par là. Donc moi, je m'étais vraiment Et- motivée. Pour réussir. Et Walid, tu nous dis que tu as fait cette première année en 2 ans. Est-ce que ça veut dire que la première année, tu n'as pas suffisamment travaillé ou bien tu étais à fond et puis il t'a fallu 2 ans? Non, je sais très bien pourquoi j'ai raté ma première année. Moi, c'était un problème de support. C'est-à-dire le support de cours. J'étais seul, j'avais pas de binôme, j'avais pas d'ordi. Même à la maison, c'était compliqué. Du coup, j'avais mes cours, je les prenais comme je pouvais. Et finalement, tout ce que j'avais écrit, je le connaissais. Arrivé le jour des examens, on me posait des questions sur des choses qui ne figuraient pas sur mes propres cours. Donc oui. ça, malheureusement, c'est fatal. Une erreur de jeunesse, je Ah. dirais. Et donc ça, on ne dira jamais assez aux étudiants de discuter avec les anciens, de discuter avec les enseignants, d'être très à l'écoute de ce qui va être demandé, parce qu'encore une fois, ça c'est très différent de ce qui se passe finalement au lycée, où c'est beaucoup plus scolaire. Et les examens dépendent vraiment de la faculté dans laquelle on est, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment suivre les cours, écouter ce que disent les profs, les recommandations des profs, parce que quand même, il y a des petites indications parfois sur ce qui va ressortir Exactement. aux examens. Alors, on a parlé de la première année. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de l'externat qui arrive rapidement. Et là, c'est les premiers contacts avec l'hôpital. Alors, une question, si on n'a jamais supporté la vue du sang, on peut supporter de voir des patients et d'aller à l'hôpital? Ça, c'est une bonne question. Et il y en a beaucoup qui la posent parce que justement, ils ont ce souci. Et il n'y a pas longtemps, je discutais avec un ami à moi qui est urgentiste et qui était dans ce cas de figure au moment où il a commencé les études de médecine. Et finalement, il raconte qu'il s'est familiarisé avec justement le sang, la vue des choses un petit peu hors normes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, du fait qu'on les voit dans un contexte particulier. C'est pas comme si on voyait justement sa maman qui se coupe la main en plein dans la cuisine. Là, on est au bloc, on voit du sang, tout est stérile, c'est propre, il y a des caméras, les chirurgiens sont autour. Et c'est comme ça qu'il tout doucement, il s'est familiarisé avec la vue du sang et qu'aujourd'hui, il est urgentiste. Ça, c'est très important. Marine, toi aussi, tu as fait un stage important aux urgences, également en pédiatrie. Donc, tu as été confrontée à des situations parfois difficiles. Finalement, on le vit bien parce que à la fois on a ce côté humain, à la fois on est détaché de ce qui arrive à la personne. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Quand on est à l'hôpital, on est vraiment dans le contexte de l'hôpital, donc on oublie un petit peu le reste et ça devient une autre normalité, je dirais. Donc vraiment, quand on est dans le contexte de l'hôpital, tout ce qui va être un peu sale, un peu gore, là, la vue du sang. Par exemple, Eh bien, un oui, exemple. Non, mais par exemple, moi, c'est vrai que j'ai jamais été très fan non plus de la vue du sang. J'ai fait, par exemple, la chirurgie du membre supérieur. Et en fait, en chirurgie du membre supérieur, il bloque la circulation artérielle pour qu'il y ait très peu de sang. Donc, en fait, c'est une chirurgie qui est très propre. Il y a très peu... le plan de travail, le bloc n'est pas sale du tout. Donc, il y a vraiment des spécialités dans lesquelles, en fait, on fait de la médecine sans que ce soit spécialement sale ou dégoûtant. Alors, quel a été ton meilleur souvenir de l'externat? De l'externat, ça remonte, même si je ne suis pas très vieux, ça remonte quand même à quelques années. Mais du coup, l'externat, il y a une douzaine de stages à l'hôpital, lequel m'a le plus marqué. Franchement. Je te laisse réfléchir. Ouais. Ton meilleur souvenir? Moi, c'est évident. Moi, c'était mon stage en gynéco-obstétrique. C'est les premiers accouchements que j'ai faits. C'était magnifique. Ça reste gravé, ça. Ah, ça reste gravé. En plus, c'était des jumeaux, le tout premier. Et oui, ça reste gravé parce que déjà, c'est une spécialité qui me plaît énormément. J'adore la santé de la femme et tout ce qui va avec. Et la grossesse, ça me fascine. Et oui, ce stage, c'était magnifique. Pouvoir donner la vie, accompagner les mamans à ce moment-là. Alors, ça t'est revenu?
J'en ai plein, mais je peux en raconter un qui est un peu marrant. C'est la première fois où finalement j'étais en stage en dehors de l'hôpital, parce que j'ai fait du coup un stage de médecine générale. Et du coup, j'avais l'habitude d'être dans des stages, on va dire, très formatés. On arrive avec sa blouse le matin, on fait le tour dans les services. Et là, je suis arrivé chez un médecin le premier jour, il m'a jeté ses clés de voiture, il m'a dit c'est toi qui conduis. Et on est parti faire des C'était une visites. Porsche, c'est quoi? C'était pas une Porsche, on est parti faire des visites. Il s'est arrêté, il m'a acheté un coca. Enfin, franchement, je me suis dit, je suis où? Je suis en stage. Et oui, j'étais en stage. Hein. Et c'est vrai que c'était un souvenir que je garde. Mais c'est intéressant parce que tu découvres voilà, la manière de faire la médecine. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, on ne voit pas toute la médecine. On a souvent, quand on est étudiant, une vision très hospitalière de la médecine. Et le fait de faire ces stages, que d'ailleurs les médecins spécialistes hors médecine générale ne vivent pas, eh bien, ça permet de voir ce que c'est un médecin dans la vraie vie. Alors, le pire souvenir ou le moins bon souvenir? De l'externat ou de l'internat, de tout? Allez, on va généraliser. De vos études. Moi, sincèrement, j'ai eu du mal justement avec certaines mentalités. Parce que je profite un peu du plateau pour le dire, parce que quand tu es une jeune femme et que tu es jolie et qu'en plus tu as fait les Miss, c'est compliqué. T'es sûr que tu es jolie? Et non, mais dans l'idée, quoi. Et du coup, j'ai mal vécu certains stages où vraiment les professeurs, hein, même les médecins, ou les membres du personnel soignant, ça pouvait être des infirmières ou des aides-soignants, enfin peu importe. Mais vraiment, il y a certaines personnes comme ça qui avaient décidé de... Des remarques sexistes, c'est ça? Voilà, je subissais des remarques sexistes, ou même juste des remarques désagréables, tout simplement du fait que... j'avais autre chose à faire, ou alors si un jour je décidais de me maquiller, là d'un coup, voilà, j'entendais un peu jaser. Et alors il faut savoir c'était pas que évident. ces remarques remontent régulièrement et que les doyens des facultés sont très très attentifs à ça et qu'en permanence il y a des mesures qui sont prises dans les facultés, notamment à l'Université de Paris, hein, à laquelle j'appartiens, pour justement faire progresser. Et je pense qu'il y a eu du progrès, Oui, je même pense qu'il y a si eu du progrès. il y a encore des choses à faire. Et toi, Walid, ton moins bon souvenir? Moins bon souvenir ponctuel ou plus une période Comme tu veux. Parce qu'il y a une période qui a été horrible pour moi, c'est mon premier semestre en tant qu'interne. Donc j'étais dans un service d'urgence où ça s'est pas bien passé du fait Parce justement... que t'étais Miss? Ouais, j'ai aussi le physique avantageux, mais bon, c'était pas à cause de ça. Donc vraiment, je suis tombé sur des chefs qui m'ont fait une misère pendant 6 mois, et 6 mois c'est long quand ça se passe mal. Ah oui. Donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais Non, c'est il y un aurait petit peu, plein, ouais. ouais, il y aurait plein d'histoires à raconter. Je ne veux pas traumatiser non plus les gens parce qu'ils auront peut-être peur. Ça peut mal se passer. En tout cas, moi, ce qui m'a permis de tenir, c'était de me dire que ça allait se finir à fin avril. Donc j'avais en tête la fin du stage. J'ai tenu, mais ça n'a pas été simple. Et c'est vrai que ça a été une période longue. Après, Bon, globalement, plutôt plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Hein. C'est Oui. ça que Oui, plus de on bons ressent dans souvenirs. vos sourires. Oui, bien sûr, plus de bons souvenirs, même si, voilà, on le dit, ce sont des études difficiles et longues. Et donc forcément, on passe par des hauts et des bas, mais ça, on en parle pas mal aussi dans le livre, qu'on a le droit d'avoir des moments de moins bien et qu'il faut justement Ça fait partie de la vie. garder le cap, garder la Exactement. motivation. Vous parlez d'études longues. Ouais. Combien d'années en vrai ces études de médecine? En vrai. En vrai. En vrai, dans la vraie vie, moi j'ai fait 10 ans pour terminer, mais parce que Marine du coup j'ai fait... Ben moi, 9 ans avec un an de pause, donc ça fait 10 ans aussi, Ouais. quasiment. Mais vous nous dites 10 ans. Est-ce que ça veut dire que pendant 10 ans, on n'a pas de vie sociale? Pendant 10 ans, on n'est pas payé? Il faut nuancer un tout petit peu quand même. Alors, à partir de l'externat, donc la période où on commence à être en stage à l'hôpital, on a comme un statut, je dirais, de stagiaire. On reçoit une petite paye, mais qui est l'équivalent finalement d'une bourse. Moi, j'étais boursier, c'était l'équivalent. C'est combien? 2-0, 3-0? C'est 3-0, 3 Mais zéros, non. 3 chiffres. 3 chiffres. Un chiffre à 2-0. Ouais, 3 chiffres. Ouais. Donc, genre une Trois centaine chiffres. d'euros en 4e année, 200 euros en Donc ça, 5 c'est et 6. effectivement un Et ça a petit monté. dédommagement. C'est monté. Oui. Ma sœur qui est en 4e année, je pense, elle touche 200 euros par mois maintenant. Waouh! Oui, ça a changé récemment, il y a des petits bonus. Donc, progrès. Et ensuite, donc, au bout des années d'externat, au bout de, en principe, 6 ans, Oui. Exactement. on passe à la Interne. 3e phase, enfin, les premières années, externat, on passe interne, et là, on gagne combien? Là, on gagne en fait, première année d'internat, c'est 1500 euros. 1500 euros Sans brut. les gardes. Ouais, sans les Donc, gardes. net, ça fait à peu près 1300 euros sans les gardes, oui. Petite nuance, je pense que c'est 1500 euros net le Non. premier. Non, Ouais, non, vous battez pas. on se marre. Sortez Non, vos non, fiches mais de paye. je suis plus jeune interne que lui. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, Donc- c'est 1300 euros net. Après, il y a des revalorisations, heureusement, qui arrivent, mais ça reste insuffisant. Alors, comment on fait pendant ces études Compliqué, ouais. pour pouvoir vivre correctement? Est-ce qu'on doit rester chez ses parents?
J'ai vu dans le livre que assez rapidement, vous êtes installé, soit avec des colocataires, soit seul. Comment on fait? On peut travailler à côté? On doit travailler à côté? Ou il faut obligatoirement se faire aider? En pratique, ça dépend un petit peu de la situation familiale de chacun, je dirais. Étant donné que c'est quand même un cursus difficile où il faut quand même pouvoir se concentrer et tout, c'est quand même bien de pouvoir avoir un appartement à côté de la faculté ou pourquoi pas en colocation avec d'autres étudiants en médecine pour se motiver tous ensemble. Après, en pratique, on fait un peu, chacun fait comme il peut, entre payer les éventuels prépas, avoir un logement. En tout cas, ce qui est compliqué, c'est de travailler à côté quand même. On ne peut pas travailler à côté en fast-food. On peut faire des petits boulots à côté, mais ça va quand même nous prendre du temps sur des temps de révision. Moi, je l'ai fait parce que via tout ce que j'ai vécu, j'ai fait plein de choses à côté en parallèle de la fac. Mais quand même, tu t'es arrêté 1 an. De toute façon, tu t'es arrêté 1 an pour ça. Moi je me suis arrêtée 1 an pour ma première, deuxième année, que j'ai reprise après. Mais même en parallèle de l'externat, j'ai fait plein de choses, mais ça m'a demandé quand même une organisation de dingue. Et finalement, j'ai pas pu travailler autant que ce que j'aurais dû peut-être. Et Walid, tu as travaillé pour gagner un peu de sous pendant ces études? Alors non, je vais pas mentir, j'avais pas le temps. Mais pas parce que je faisais des trucs de Miss, mais parce que c'était déjà très prenant les études. Et pour le coup, moi, j'avais pas d'appart, donc j'étais chez mes parents. Parce que voilà, j'habitais dans une ville qui était à 25 minutes de métro, même un peu plus, 1 heure de métro, je dirais quand même, si on compte tout, de la fac. Donc c'était assez loin pour être chiant, sans être vulgaire, mais pas assez pour avoir un appart. L'investissement de l'appart n'était pas rentable du fait que voilà, il me fallait 1 heure de métro. Donc dans vos cas, vous avez été beaucoup aidé par la famille. Oui, bien sûr. Mais on peut éventuellement s'arranger pour travailler un peu. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est rédhibitoire pour faire des études de médecine. Alors il y a peut-être quelque chose encore très important également, c'est la vie sentimentale. Pendant ces études, on entend beaucoup dire que les difficile de vivre en couple, difficile de tenir son couple. Sans vouloir entrer dans le détail de votre vie privée, on va généraliser. Qu'est-ce que tu en penses, Walid? Je vais peut-être laisser Marine parler. Les femmes en premier, alors. Non, mais je pense que c'est un cursus qui est particulier, où on rentre vite dans un univers, on fait des connaissances à la fac, et en fait nos amis deviennent aussi des étudiants qui sont en médecine comme nous, et donc c'est pas forcément évident pour un conjoint, quelqu'un avec qui on partagerait notre vie, de comprendre aussi un peu tout ça, de comprendre le rythme aussi de travail, parce que quand on travaille tout le temps, week-end inclus, qu'on peut pas trop sortir le soir ou faire des fêtes avec les autres amis, ça peut jouer sur la vie sentimentale. Ça peut être compliqué pour un couple de survivre, entre guillemets, à ses études. Mais après, on fait plein de rencontres aussi, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples qui se font en médecine. Est-ce que c'est comme dans Grey's Anatomy, par exemple? Des petites histoires. Walid. Non, mais peut-être pas pour toi, mais autour de toi. Oui. Tu as joué le Joker une fois, pas une deuxième fois. Bon, j'ai pas connu d'histoire semblable à Grey's Anatomy. Après, je dis pas que ça n'existe pas. Mais personnellement, c'était pas le cas. Et je pense pas être le meilleur exemple pour les histoires d'amourette et tout ça. Je vais laisser Marine plutôt parler. Non, mais juste dans notre entourage, à tous les deux, on a vu des couples se défaire, entre guillemets, et se refaire, parce que c'est tellement un univers différent, en fait, la médecine, que souvent, les étudiants finissent ensemble, quoi. Alors, des relations amoureuses parfois difficiles, beaucoup de travail, du stress. Marine, j'ai été marqué dans le livre par tes révélations au sujet d'attaques de panique, de crises d'angoisse. Alors, j'ai été très surpris parce qu'on te voit, évidemment, même si on est médecin, même si on sait que l'apparence peut masquer beaucoup de choses, on n'imagine pas Marie l'orphelin qu'on a vu partout, dans des situations stressantes au plus haut niveau, avoir des crises d'angoisse. Comment ça s'est passé ? J'ai découvert ça pendant mon cursus, justement. Je crois que c'était la première, ça devait être en 4e année. Effectivement, je ne me connaissais pas spécialement angoissée. Comme tu le dis, j'ai vécu plein de situations un peu stressantes ou déstabilisantes, mais
bon, j'ai toujours à peu près réussi à prendre sur moi. Et en fait, face à la pression des examens, où parfois j'étais très en retard aussi quand même dans mes révisions, et ben voilà, un jour comme ça, j'ai fait une attaque de panique, je n'ai pas dormi de la nuit, c'était la veille des examens. Comment ça se passe, attaque de panique? Parce que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas s'imaginer. L'attaque de panique, c'est le terme médical pour décrire une crise d'angoisse, en fait, avec, voilà, ça peut être plein de symptômes différents, mais globalement, souvent, c'est des palpitations, la fréquence cardiaque qui s'accélère, du coup, la respiration aussi qui peut devenir un peu courte, brève, des tremblements, ça peut être des sensations de paresthésie, où on n'a plus de sensations dans les mains, dans les jambes. On a l'impression que c'est la fin. On a un peu l'impression de mourir, oui, ça peut faire cette impression-là, en se disant « Mon Dieu, j'ai mon cœur qui s'emballe, je vais faire un arrêt cardiaque ». Et la première fois, c'est vrai, moi-même aussi, j'ai eu peur, alors que j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai eu peur quand même. Et en fait, après, j'ai appris à vivre avec, en fait, à les contrôler, si je puis dire, même si j'arrive pas vraiment à les empêcher, mais j'arrive à les atténuer, à les contrôler, et maintenant, je sais ce que c'est. C'est terminé ou tu en arrives encore de temps en temps? Ça m'arrive encore de temps en temps, mais ça fait longtemps, là. Et puis maintenant, en fait, je sais ce qui peut les déclencher. Donc d'être trop stressée, justement, d'être trop en retard dans ma vie, je dirais. Donc j'essaye d'éviter ça. Walid, ça t'est arrivé ou complètement inconnu, ces crises d'angoisse? C'est quand même gênant d'en parler, mais pour être honnête, j'en ai déjà fait. Mais plutôt moi au tout début, vraiment à la sortie du lycée, quand j'étais en première année de médecine. Et vraiment sur les toutes premières. Et après, c'est vrai que j'ai vraiment appris à gérer ça. Et je touche du bois, hein. J'en fais plus. C'est pas du bois. C'est pas du bois, par exemple. Non, c'est cause des corps. Ok, c'est pas du bois. Mais ça fait franchement très longtemps que je n'en fais plus. Et quand je suis face à une situation justement très anxiogène, où je peux reconnaître, on va dire, les prodromes, les premiers signes qui arrivent quand on fait une crise d'angoisse, je le stoppe net. Je dis à mon cerveau, non, tu vas pas t'emballer, c'est moi qui décide, et stop. Parce que voilà, je sais qu'une crise d'angoisse, quand on en fait une, c'est vraiment très déstabilisant, on a vraiment l'impression de mourir, de devenir fou, etc. Mais ça s'apprend, hein. Aussi à ceux, peut-être, ça permet de faire une petite parenthèse, ceux qui en font, voilà, c'est pas une fatalité, on n'en fera pas forcément toute sa vie. À partir du moment où on sait gérer le truc, hop. Eh bien, on est 3 à en faire, et donc c'est l'occasion de dire effectivement aux étudiants qui nous regardent, si vous faites ce type de crise d'angoisse, que de temps en temps, vous avez ces symptômes, il faut en parler parce que ça se traite, ça se traite très bien, soit avec quelques accompagnements, avec quelqu'un qui va vous aider, soit avec éventuellement des médicaments. Ce n'est pas pour ça qu'on perd tous ces moyens et on peut, regardez, réussir ses études de médecine tout en ayant ce type de symptômes. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous êtes devenu pendant ces études. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit « j'ai peut-être fait le mauvais choix » et il faut que je change de métier. Parce que, encore une fois, on retombe sur cette notion de difficulté, de stress, de moments difficiles. Est-ce que des fois on se dit j'en ai marre, je vais changer? Qui commence? Vas-y. Alors il y a eu des situations où des fois, effectivement, on en a marre parce que trop de travail, on ne voit pas le bout. On peut être en 5e année quand même, un bac plus 5 et se dire il en reste au moins 5 pour terminer. Donc vraiment, des fois, on a l'impression d'être dans un tunnel qui ne va jamais se terminer. Donc ça peut arriver. Cependant, moi, j'avais fait ça en tout cas par vocation et je ne me voyais pas forcément faire autre chose. Après est venu tout de même le moment où j'ai commencé à avoir d'autres activités et je me suis dit, ah quand même, moi j'ai fait un choix entre guillemets de carrière que j'ai décidé à l'âge de 18 ans. Est-ce qu'on a assez la maturité et le recul pour faire un choix qui va décider de ce qu'on va être pour tout le reste de notre vie? Mais après, voilà, je me suis dit que c'était pas en soi un problème. On peut faire un premier choix à l'âge de 18 ans, découvrir d'autres choses et se décider de faire autre chose en parallèle aussi qu'on peut gérer à un âge un peu plus mature. C'est ce qui se passe pour moi en tout cas. Et toi, Marine, c'est vrai que on voit que tu as une vie extrêmement riche. Il y a beaucoup d'étudiants finalement qui ont d'autres activités, des loisirs à côté, que ce soit du sport, que ce soit artistique. Alors oui, on met ça de côté pendant ses études, mais est-ce qu'à certains moments tu t'es dit, ben non, je vais arrêter la médecine et je vais me consacrer à une vie différente? Oui, j'ai longtemps hésité même. En fait, quand j'ai repris médecine suite à mon année de Miss France, j'ai hésité, je pense, pendant bien 2 ans quand même, à arrêter. Et parce que c'était pas très passionnant, parce que j'étais pas encore rentrée dans l'externat. Et
moi, l'externat, ça a été une vraie révélation parce qu'on passait beaucoup de temps à l'hôpital, on commençait à découvrir vraiment le métier auprès des patients et c'est ça qui me plaît en fait dans ce métier et pas le côté bachotage, apprendre tout absolument de A à Z dans des énormes livres. Ça, j'avais un peu de mal. Et donc oui, pendant un moment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'étais faite pour ça ? Et j'ai tenu bon en me disant, je me laisse encore un peu le temps de découvrir vraiment si ça me plaît parce que justement, je ne connaissais rien encore du métier et ça a fini de me convaincre par la suite. Après, comme le dit Walid, j'étais aussi très heureuse de tout ce que j'ai fait à côté, en fait. Tout ce que j'ai fait en parallèle, moi, ça m'a gardé la motivation, ça a permis de développer aussi mon ouverture d'esprit, de rencontrer d'autres gens, de parler d'autres choses aussi de médecine. Et en fait, c'est un peu cette bulle de bien-être et d'énergie qui me donnait envie et qui me permettait de continuer, de garder la motivation pour les études. Donc même si à certains moments on doute, c'est normal. C'est ça qu'il faut dire, hein. C'est normal, c'est long, c'est difficile. Et à la fin, on arrive à quelque chose. Alors, je voudrais te montrer ça, Walid. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette image ? Oh, c'est un beau souvenir. Hein ? C'est le jour du coup où j'ai passé ma thèse, donc c'est assez récent, c'était fin octobre, et où je suis devenu officiellement docteur en médecine. Alors, Marine, toi, j'ai hâte. ça te motive, donc tu travailles ta thèse. Qu'est-ce que ça veut dire une thèse de médecine ? Parce qu'après toutes ces années de travail, on nous demande encore un effort supplémentaire. Ouais. Effectivement. J'en parle peut-être Oui, t'es plus... Dis-nous comment tu as vécu ça, et puis Marie va nous dire comment elle envisage ça. Alors la thèse, déjà, il faut savoir que c'est assez long. Donc à ceux qui nous regardent peut-être et qui sont internes, je leur conseille de commencer assez tôt. Donc c'est un travail de recherche, un travail de recherche clinique qui va se faire sur la période justement de l'internat et qui va aboutir justement sur la soutenance de thèse qui va nous permettre d'avoir le diplôme de docteur en médecine. Alors, comment on procède pour faire une thèse ? Il faut trouver une question de recherche pertinente sur laquelle il n'y a pas forcément de réponse. On essaie justement de la trouver, cette question, en faisant un peu des recherches dans la littérature scientifique, voir ce qui a été déjà dit sur un sujet, voir si on ne peut pas se poser d'autres questions. C'est quoi ton sujet ? Moi, tu sais plus, il l'a déjà oublié. Non, c'est très bien ton sujet. Non, mais il est bien mon sujet. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'a proposé de publier. Et j'ai un directeur de thèse qui est carré sur ça et que pas forcément que j'en parle avant que ce soit publié. Alors on n'en parle pas, et Marine, tu as déjà trouvé ton sujet de thèse ? Parce qu'il te reste 1 an d'internat, c'est bien ça ? Oui, il me reste 1 an d'internat. Il a dit qu'il fallait plusieurs années. C'est trop tard, ça y est, ça tremble. Non, mais elle peut se dire après. Non, mais Ça dépend de ton directeur de thèse. S'il t'aide à avancer rapidement, ça se passera bien. Alors c'est quoi ton sujet ? Il a tout à fait raison. En fait, Wally, je pense qu'il faut commencer assez tôt. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je fais tellement de choses que c'est un peu chaque chose en son Tout temps. d'un coup, elle me vous voit. Et donc... Je sais pas pourquoi. Non, quand je vous l'ai dit à tous les deux. Du coup, j'ai mis du temps à démarrer, mais j'ai trouvé un sujet autour d'une application de coaching pour la nutrition et l'activité physique. Donc, cette appli, on la proposerait à des personnes qui sont obèses ou en surpoids. Très intéressant, sujet d'actualité, et on suivra ça de très très près. Effectivement. Alors, pour terminer, un petit challenge pour toi, Walid. Parce que j'ai lu dans le livre qu'une des plus grandes difficultés, c'est de mettre des gants stériles. Alors, on voulait savoir... J'ai progressé. Maintenant, tu sais mettre les gants stériles. Ah, j'adore. Tu vas nous montrer ça en direct. Donc, les gants stériles, c'est les gants qu'on met au bloc opératoire. Normalement, on se lave les mains et gel hydroalcoolique. C'est vrai. Une première erreur, mais en tout cas, je me lève. Allez, vas-y, c'est comme chez toi, comme au bloc. Alors, bon. Si chez toi, c'est le bloc. Donc, normalement, je suis lavé, etc. Donc, on va l'ouvrir. Hein. J'ai mis 2 tailles, pour que tu puisses choisir. Faut pas que je tremble. Parce que là, j'ai la pression, tout le monde me regarde. Ah, là, t'as la pression. Donc là, il faut pas que je salisse les gants. On va ouvrir comme ça. Donc, voilà. L'enjeu, c'est de ne pas contaminer les gants qui vont toucher le corps humain pendant l'opération. Ouais, ou même pendant une suture. Hein. Même pendant une suture. Donc là, en fait, la partie que je touche, c'est la partie qui va être à l'intérieur. Donc là, on peut la toucher, elle peut être souillée, c'est pas grave. Par contre, le bout, les doigts sont stériles. Donc il faut surtout pas que je mette mes doigts dessus. Donc ce qui va être compliqué, c'est de rentrer la main. Donc une première main. Il faut bien écarter les doigts. Donc les bouts peuvent se toucher. Et il faut avoir les mains bien sèches. Voilà, bien sèches, sinon ça colle. Donc là, je suis rentré dans le premier. Là, c'est stérile, donc je peux toucher là, il n'y a pas de problème. Mais attention, pas l'extérieur de la partie haute. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Parce que là, cette main, les doigts, il faut qu'ils rentrent dans les tubes. Mais du coup, je peux pas toucher ça, parce qu'ici, ça va être souillé, ça c'est stérile. Donc il faut que je touche ici. À l'intérieur, où c'est encore stérile. Voilà.
Hop. Bon, là, oh, bah, j'ai réussi. Mais bravo. Voilà. Voilà. Mais bravo. Ah, voilà. Maintenant que t'es docteur, c'est bon. Voilà, Bravo. 10 ans pour réussir à mettre des gants, si c'est pas beau. Et Marine, tu sais faire la même chose. Hein. Oui, bien On sûr. va pas te mettre à l'épreuve parce que tu n'es pas encore diplômé, donc tu as encore le droit J'ai complètement de me tromper. de te Il faut tromper. qu'elle teste. Non, mais si, mais c'est... Pour terminer, allez, je vous laisse 30 secondes à chacun, chacune, pour dire aux étudiants qui nous écoutent, soit avant, soit après études de médecine, ce qui devrait ou ce qui pourrait les motiver à s'engager dans ces études, et puis les inconvénients. Voilà, c'est carte blanche, Walid, 30 secondes. Et tu peux regarder la caméra. J'ai bloqué là. Alors, avantage, inconvénient. Bon, forcément, l'avantage, c'est qu'on a un métier d'utilité publique. On l'a vu là sur la période dans laquelle on est en train d'être avec le coronavirus. On parle beaucoup des soignants et on s'en rend compte très vite quand on est en tout cas dans les études, quand on devient interne et même quand on est médecin, qu'on est vachement utile. Il faut s'en rendre compte forcément avec la période en tout cas du coronavirus. On met beaucoup justement en valeur les soignants. Forcément, on s'en rend compte, ils sont utiles. Et nous-mêmes, en tout cas dans le cursus, on se rend vite compte qu'on fait même des petits gestes qui peuvent soulager des patients. Et on se dit vraiment, on fait quelque chose en tout cas de bien. Et puis qui plus est, le métier est passionnant. En médecine, de toute manière, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Tous les goûts. Arrivé en fin de 6e année, quand on doit choisir sa spécialité, on peut faire de la médecine générale, de la chirurgie, de la gynéco, de la radiologie, travailler en laboratoire. Donc vraiment, on peut trouver son bonheur, même si de base, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Après, évidemment, il y a des côtés quand même un peu négatifs, c'est long, il faut faire aussi beaucoup de sacrifices. Mais voilà, souvent quand les gens mettent ça pointent ça du doigt, je dis, dans les autres cursus, comment ça se passe ? Finalement, c'est un petit peu la même chose, que vous voulez faire avocat, architecte, il y aura toujours des sacrifices à faire, toujours des périodes un petit peu compliquées. Bon, finalement, il faut faire ça dans le cursus qui vous plaît le plus. Donc si vous voulez faire médecine, ne vous dites pas, ça va être long, ça va être dur. Ouais, mais... Ça va être dur, ça va être long, mais ça va être bien. Ça va être bien. Et on voit que tu n'as pas contaminé tes gants en touchant ton pull ou ton pantalon, donc vraiment on voit le professionnel. Les beaux Marie, réflexes. comment ? Les beaux réflexes. Ah ouais, Et ça très- Maurice, très c'est bon l'expérience, réflexe. c'est l'expérience. Eh bien ça se voit, ça se voit. Marine, voilà, qu'est-ce que tu veux dire aux étudiants qui se posent des questions à ton tour ? Il a un petit peu tout dit, mais c'est vrai que je suis vraiment d'accord sur le fait que c'est un métier absolument passionnant. C'est magnifique de pouvoir être au contact des autres. On rencontre tout type de personnes dans la médecine et on prend soin de tout le monde. Donc c'est hyper enrichissant. Surtout, comme tu l'as dit, c'est un métier utile et on se sent utile. Et il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller travailler, revenir le soir et me dire aujourd'hui j'ai servi à quelque chose. J'ai aidé certaines personnes à ma manière et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Après, pour vous rassurer, comme vous l'avez vu, on peut faire quand même des choses à côté des études de médecine, même si elles sont longues. Après, ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup d'énergie, mais vous pourrez quand même continuer si vous avez des passions, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez, et après, vous ferez un métier qui vous ressemble. Il y a beaucoup de manières d'exercer, que ce soit à l'hôpital, en libéral, pour travailler pour même la région, des instances publiques. Il y a beaucoup de spécialités. On en parle un petit peu dans le livre. Vous en parlez un peu ici et beaucoup dans le livre. Je rappelle cet ouvrage, Tout savoir sur les études de médecine aux éditions Erol, depuis la première année, l'entrée dans les études de médecine, jusqu'à la fin, pas la fin de la vie, la fin des études, et même vous parlez un tout petit peu de savoir comment on devient professeur de médecine. Mais ça, c'est un autre sujet. Je rappelle que vous faites également partie du collège de PUMS pour une meilleure santé, l'émission de l'Université de Paris. On a toujours plaisir à travailler avec vous. Merci beaucoup Walid. Merci à toi, Boris. Merci beaucoup Marine. Merci, Boris. Je vous remercie de votre fidélité et il me reste à vous recommander de nous suivre sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Un seul nom, PUMS. P-U-M-S. À très vite.